L'ICC, c'est le meilleur traiteur au monde. C'est quoi la différence entre beaucoup d'autres concours? C'est que le concours traiteur est un concours qui se passe en deux phases. La première phase se fait en amont, se fait dans une cuisine, dans un laboratoire. Donc on fait des préparations. Nosotros somos el equipo de México. Nous sommes l'équipe de Belgique, l'équipe de France. Nous sommes l'équipe du Luxembourg. Somos o time do Brasil. La Côte d'Ivoire. Buonasera. El team italiano. Hola, somos el equipo de España. Suntem echipa națională a României. Noi comanda z Ucrainy. Et ensuite, nous les transportons par camion frigorifique sur le lieu de la manifestation et nous finissons sur place. Attenzione, prego. Piano, attenzione, piano che sì. Piano, Io l'appoggio. La partie finale, et la partie finale qui va simplement faire le dressage, la cuisson, les assaisonnements et la dégustation. Donc tout ça, c'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup de travail mis bout à bout pour avoir un résultat fabuleux. Maintenant, il est temps de faire entrer Frédéric. Vous avez 30 secondes pour envoyer la selle et ça, le 13 chacun, ça va faire. La créativité, la finition, l'osmose du buffet, voilà.
te plaît. La troisième place, c'est pour le Luxembourg. Christophe. Alors le trophée d'argent est attribué à la France. Qui sera le grand gagnant de cette International Catering Cup 2013? L'Espagne. C'est un vrai plaisir de revoir ces images de l'International Catering Cup, l'édition 2013. Ça nous a donné les frissons. Alors, vous le savez, le CIRA est un salon international. C'est pourquoi il était très important pour nous de vous proposer le CIRA News en anglais. Et à cette occasion, je souhaite la bienvenue à Tiffany Conroy qui rejoint l'équipe de cette Web TV CIRA pour vous présenter le CIRA News en langue anglaise. Yes, indeed. Welcome to CIRA News in English. And believe it or not, there are 46,000 square metres of show space here at CIRA 2015, and it's taken 4,000 people to bring CIRA 2015 together here at Eurexpo for 5 days of truly show-stopping gastronomic business. Now, at the entrance of the CIRA exhibition, you can find a themed visit which would suit your personal interests or needs, and there are 13 of these available over the 5 days. So today, for example, you can go on a health and nutrition themed visit, you can go on official identification or quality and origin, or guaranteed French origin. You can do intermediate food products, or you can follow a special guide on sustainable development. Now, in addition, there are guided tours available which are personal to you by Nutri Marketing every day at 10:30 in the morning and also at 3 o'clock in the afternoon. So the next one, obviously this afternoon, will be at 3 o'clock. They last about an hour and a half, but places are limited, so you are advised to enroll with Nutri Marketing, and you can find them in Hall B at stand G2A 13. Now, of the many exciting events taking place at CIRA 2015 today is the Cafe Show. And with me I have Patrick Mas, who is from the Specialist Coffee Association of Europe. And he's going to speak in French, but I'm going to translate. So, Patrick, welcome. Bonjour. Just introduce yourself for us just a little bit and tell us your role with SCAE. Alors là, je suis le président de la SCAE, qui est la Spécialité Coffee Association of Europe. Je représente en tant que président le chapitre français. Nous sommes, la SCAE a été créée en 1998 et est présente aujourd'hui dans 70 pays du monde et regroupe à peu près 1800 à 2000 adhérents dans le monde. Okay, so Patrick is the president of the French chapter of the Specialist Coffee Association of Europe. And today it's the 8th edition of Café Show. Voilà, donc je rectifie, je suis juste le président de la section française. La section française, voilà. yes, la section française. Il y a combien de candidats? Nous avons aujourd'hui 75 candidats, qui est un record. Nous en sommes à la 8e édition. C'est le 8e championnat français du café. Et ce championnat va permettre d'élire 5 champions qui vont représenter les 5 spécialités qui sont le coffee good and spirit, le barista. Right, so there are 75 candidates this year, 75 candidats cette année. Alors c'est un record, it is a record. And they're going to be taking part in 5 competitions, 5 parties et 5 compétitions. 5 compétitions totalement différentes, mais reliées par le café. Hein. Donc ces 5 personnes qui vont gagner ce championnat, chacune dans sa spécialité, vont aller concourir au championnat mondial.
with a world champion at the end of these 5 competitions. Qu'est-ce qu'il y a les différentes compétitions? Alors, il y a l'épreuve reine, bien sûr, hein, qui est la barista. La barista, c'est la spécialisation autour de l'expresso. Il y a le latte art. The barista, which is the espresso that I think we all know, the small short coffee. Voilà. Il y a le latte art. Latte art, and of course there's latte art with the milk and les dessins sur le lait. Voilà. Ensuite, nous avons le World Cup Tasting. World Cup Tasting. Alors peut-être vous pouvez expliquer un peu plus. Can you explain a little bit more about the World Cup Tasting? Bien sûr, le Cup Tasting, c'est faire la différenciation sur 3 tasses, arriver à trouver quelle est la tasse différente des 2 autres tasses. Okay, so they have to find the difference between the 3 cups, the difference between 2 out of the 3. Voilà. Okay, and the 4th, the 4e? Alors nous avons le Brewers Cup, qui est la spécialisation de la filtration de café, hein, le café filtré. Filtré, okay, filter coffee tasting, and then the Brewers Cup, and then finally there's alcohol, I think, involved. L'alcool pour le Coffee and Good Spirits, n'est-ce pas? Alors voilà, la 5e, c'est le Coffee and Good Spirit, qui est en anglais, qui est la dernière spécialité qui est venue ces dernières années, où on arrive à sortir des mélanges de café et d'alcool et à en faire des cocktails. It's effectively making a cocktail from coffee and alcoholic spirits, which perhaps people haven't heard of before, but I think it sounds very exciting. And vous avez une grande panel de juges Alors nous avons beaucoup de juges cette année, oui, bien sûr. Nous avons 9 juges internationaux. So 9 international judges. Nous avons 20 juges nationaux. Oui. 20 juges nationaux. Et voilà. Oui, and also I think it's a panel 30 juges en total. Une trentaine de juges. Yes, about 20 judges in total. Voilà. Alors aujourd'hui, ça commence avec lequel? Voilà, aujourd'hui nous avons démarré ce matin à 10h avec le Cup Tasting, la spécialité Cup Tasting. Et le championnat va durer chaque jour jusqu'à lundi. Et mardi, nous terminerons la dernière journée par la finale donc, du Coffee Good and Spirit. Voilà. Coffee and Good Spirits is the final event on Tuesday, or mardi? Mardi. Mardi, voilà. yes. But today we start with the... Today we're starting with the barista. Aujourd'hui, nous avons démarré ce matin par le Cup Tasting. Cup Tasting, the Cup Tasting. So if you like your coffee, then the Café Show is the place to go. Voilà, voilà. Et je termine en disant que les champions vont aller, pour certaines spécialités, faire le championnat du monde à Göteborg, en Suède, et une autre partie, l'épreuve reine, la barista, à Seattle. Voilà. Okay, well, so the whole range of things. Okay, well, Patrick Mas, thank you so much for joining us. Merci beaucoup de nous joindre ici pour le news, Zero News. Merci de nous recevoir. That is it for the moment. Thank you very much indeed. Join us next time for Zero News in English here at Zero. Over to you, Catherine. Écoutez, je ne sais pas vous, mais alors moi je boirais bien un petit café. Alors je ne sais pas s'il va arriver, oui, considérez que c'est un message à la production. En attendant, à défaut d'avoir un café tout de suite, là, tout chaud, eh bien nous allons en parler. On a décidé de s'intéresser au café et plus précisément au café signature. Avec Michel Tanguy et ses invités, on va se demander quel est l'avenir du café dans la grande gastronomie. Le café est-il l'avenir de la haute gastronomie? C'est la question que nous allons nous poser ce matin pour cette nouvelle table ronde avec tout d'abord Franck Pinet-Rabarouste que je vais appeler à mes côtés. Bonjour Franck. Bonjour. Alors il faudrait un micro pour Franck, je crois qu'on n'a pas de micro pour Franck. Ça nous manque. Si on pouvait avoir un petit micro pour qu'on puisse l'entendre. Oui, mais ça va être plus simple avec un micro. Franck, vous êtes le rédacteur en chef et fondateur du site Atabula. Pour participer également à ce débat, je vais appeler Richard Twax, chef étoilé dans la Vienne. Son restaurant se trouve à Saint-Benoît. Bonjour Richard. Bonjour. Et enfin, dernier intervenant pour cette table ronde, Luca Casadei, qui est doublement champion de France barista. Bonjour Luca. Et les micros arrivent. Et bien sûr, Patrick Mas, qui est à mes côtés. Vous êtes le président de la... comment est-ce qu'on dit? SK? Non, on dit plutôt la SCAE. SCAE, très bien. Spécialité Coffee Association of Europe. Voilà. Chapitre français. Voilà.
Donc vous travaillez, vous, pour le côté qualitatif du café? Voilà, donc nous sommes une association qui promotionne les cafés de qualité, hein, plus ou moins les cafés d'origine, autour du métier de barista, dans toutes ses spécialités. On en a parlé il y a 2 minutes. Il y a de nombreuses spécialités autour du barista, hein. Créer un beau dessin sur la crème de lait, savoir extraire le mieux le café expresso, etc. On va en parler, je pense, maintenant. On va en parler, je vais passer la parole à Franck Pinera-Barousse. Est-ce que vous sentez, vous, dans votre travail de journaliste, Franck, que ce café est de plus en plus mis à l'honneur et surtout dans la haute gastronomie? Oui, absolument. On sent maintenant depuis quelques années une vraie prise en considération de la part des chefs du café qui montent incontestablement en gamme, avec d'abord les grands acteurs que sont Lavazza, Nespresso, Malango et autres, et puis les petits faiseurs, c'est-à-dire des personnes qui font parfois seuls dans leur société, qui mettent en avant des nouveaux terroirs, territoires, même d'espèces de café. Et donc on voit effectivement une vraie montée en gamme. Et tant mieux, parce qu'on termine un repas par le café. C'est souvent la petite note qui fait qu'on va garder un souvenir plus ou moins bon du restaurant. Et je crois que c'était intéressant qu'on en parle et de voir un petit peu aujourd'hui, avec le regard d'experts qu'on a sur cette table ronde, quel était leur regard, eux, sur le café. Voilà, donc je pense que peut-être qu'on va commencer par le chef qui nous fait l'honneur d'être là, Richard. Richard Touax de Passion et Gourmandise, donc ambassadeur Lavazza en France. Vous, dans votre restaurant, est-ce que l'attention que vous portez au café a évolué avec le temps et vous sentez, par-delà votre restaurant, cette envie de bien terminer avec un café? Alors c'est vrai que moi c'est un petit peu plus particulier, étant donné qu'en plus je suis le chef Lavazza. On a été un petit peu obligé de monter en gamme aussi bien notre présentation que la confection du café. Donc déjà tous mes collaborateurs en salle et en cuisine ont tous été formés par Lavazza pour servir un produit optimum. Et il est vrai qu'aujourd'hui c'est très important, c'est quand même le dernier souvenir d'un client, c'est le café. Et on peut faire aujourd'hui de superbes repas et partir sur un très très mauvais café. Et ça c'est vraiment dommage. Je pense que les choses ont peut-être aussi évolué parce qu'avant on disait que le dessert était la dernière note, mais maintenant on précise bien que le café est une dernière note. Et vous soulevez quelque chose d'intéressant, Richard, la formation. On forme les gens au vin, on les forme au service, mais c'est assez nouveau de les former au café parce que servir un café, c'est peut-être le barista qui pourrait, Luca Caselli, qui pourrait répondre là-dessus. C'est tout un art, ça se respecte, la matière se respecte et la machine aussi, il faut savoir s'en servir. C'est tout à fait ça. En fait, l'évolution du monde du café autour du barista, ça a pris dans les dernières années vraiment une ampleur massive. Aujourd'hui, le barista est bien reconnu comme le sommelier du café. Donc celui qui connaît le café, pas seulement sous l'extraction, mais même les origines, le terroir. Et tout le savoir-faire d'un barista, c'est très important de le faire partager par de la formation, de l'éducation. Et ce qu'on fait aussi aujourd'hui dans notre concours, ici au CIRA, c'est vraiment d'informer les gens que c'est un produit de tradition, d'évolution, mais ça reste quand même à la base un produit de passion. Et cette passion-là, on doit la transmettre. Et c'est très important la formation. Donc cette richesse qu'on a aujourd'hui en France, dans la gastronomie en général, de le transmettre, comme disait Richard, sous la signature finale d'un repas. C'est aussi votre travail quotidien que de former les gens qui viennent, les serveurs. Tous les torréfacteurs en France doivent avoir ce travail de formation par la CAE et même par le métier du barista qui prend vraiment aujourd'hui une ampleur à niveau mondial. Vraiment. Le travail, le client perçoit-il l'effort que le restaurateur va faire sur ce café? Parce qu'on parle de formation des professionnels, mais le client, est-ce que lui, il est formé? Est-ce qu'il va faire la différence, si je peux me permettre, entre un mauvais et un bon café? Alors ça, c'est toujours la question de la réceptivité du client par rapport à l'effort du chef. Est-ce qu'on sent ou pas la différence? Est-ce que le client est un gastronome ou pas? C'est toujours l'éternelle question. J'ai envie de croire que quand même, petit à petit, on sent les différences entre un bon et un mauvais café. Un café qui a prêté une attention par le restaurateur et le café lavasse, dégueulasse, qu'on peut connaître encore malheureusement un peu partout en France. Donc je pense que... Et puis d'abord, les gens voyagent et on voit en Italie, on voit dans d'autres pays une vraie attention. Je ne sais pas quel est le regard de Luca là-dessus, mais peut-être que la France est en train d'évoluer aussi grâce aux étrangers qui font des vrais efforts. Lorsqu'on va en Italie,
généralement, on termine quand même par un sacrément bon café. Et peut-être que le client qui voyage de plus en plus voit aussi qu'en France, ça n'a pas toujours été le cas sur la qualité. Il y a une amélioration et je pense que lui en a conscience. Oui. Il le voit même d'ailleurs, on voit aussi les chefs qui communiquent beaucoup plus sur le café. On nous dit dans une certaine gastronomie, dans la bistronomie mais aussi la haute gastronomie, des cartes de café qui apparaissent. Oui. Donc la notion de terroir, la notion de différence aussi. Et puis une explication aussi en salle parfois sur le café. Donc je pense que le client va commencer à comprendre qu'il y a 2 types de café au moins. On peut peut-être demander à Richard Twax, Passion et Gourmandise, vous qui êtes chef d'un restaurant, Richard, le client, il est sensible à ça? Justement, vous le sentez, les réflexions viennent Le client est hyper sensible à ça pour la simple et bonne raison que quand il en boit un bon, il est encore plus sensible en disant enfin on termine un repas avec un bon café. Il arrive à faire la différence. Et il en prend un deuxième. Et il arrive vraiment à faire la différence et les clients sont demandeurs. Mais de toute manière, aujourd'hui, tout heureusement dans la gastronomie, dans la gamme par exemple que moi j'ai choisi, on essaye d'emmener tout. Il faut être précis un petit peu partout. Nous, on essaye de travailler aussi sur le sucre que l'on va rajouter avec notre café pour les gens qui ont envie de mettre du sucre. On a travaillé avec Lavazza sur les cuillères. Aujourd'hui, on a des cuillères très spéciales qui font qu'on ne casse pas la crème, etc. Donc, on essaye d'aller assez loin. C'est déjà un objet design. Et en plus, c'est un objet intelligent pour boire son café. Ouais. Moi, je voudrais intervenir pour revenir sur la notion d'éducation du grand public. Nous, la SCAE France, sous les directives de Londres et de tous les pays qui ont un bureau SCAE, on a créé ce qu'on appelle le Coffee Diploma. Le Coffee Diploma, 3000 brevets ont été distribués ces 2 dernières années dans toute l'Europe. Ce sont des brevets dans chaque spécialité qui permettent aux gens la vulgarisation du café, aussi bien du particulier que des professionnels. Nous avons dans nos écoles, des écoles privées, des gens qui ont ouvert des écoles de barista, également des gens qui sont certifiés pour apprendre au grand public différentes spécialités. Le barista, mais également la filtration, de nombreuses choses. Et ce sont des diplômes qui sont reconnus par la SCAE et qui permettent à des jeunes de devenir barista professionnels. Aujourd'hui, on a des écoles qui nous demandent ça, on a des hôtels, des chaînes hôtelières qui nous demandent des baristas. Donc on a créé le Coffee Diploma qui est reconnu et qui permet d'avoir ces diplômes validants. C'est un diplôme validant. Mais comment ce barista peut-il s'inclure dans une équipe? Parce qu'un restaurateur ne peut pas s'associer à un barista en permanence. Alors, il y a 2 types de baristas. Vous avez des baristas professionnels qui ne font que ça et qui sont intégrés dans des chaînes ou chez des torréfacteurs internationaux, etc. Qui font de la formation, par exemple? Ils font de la formation dans les chaînes, au sein des chaînes, mais pour les torréfacteurs importants qui ont leur propre barista. Vous avez des baristas auto-entrepreneurs, indépendants, qui viennent directement vendre leurs services et leur savoir, et ils ont souvent plusieurs diplômes. Et puis après, il y a effectivement, au sein des grandes brigades de cuisine, de salles, etc., de plus en plus à la SCAE, nous recevons des demandes d'un chef barman, d'un sommelier, qui veut faire un cours barista pour avoir le niveau barista 1, barista 2, barista 3, etc. Et là, nous avons de plus en plus à la SCAE France de gens formés qui sont capables de former ces gens-là et de les amener à un certain niveau. C'est normal qu'un maître d'hôtel puisse passer un minimum de barista 1, barista 2 pour pouvoir donner ses connaissances au grand public. Parce que finalement, lorsque nous allons tous au restaurant, à la fin, nous avons souvent des barman, des serveurs, des maîtres d'hôtel. Ils connaissent tout, mais ils ont très peu de notions. Il n'y a pas de culture café. Ils ne savent pas quels sont les pays producteurs, ils ne savent pas où pousse le café, ils ne savent pas comment on transforme, comment on torréfie, etc. Donc le but de la SCAE, c'est d'essayer d'amener au grand public, mais aux professionnels, notamment à tous les gens de salle, un minimum de savoir sur le café, au minimum par rapport au vin. On a énormément de connaissances sur le vin, mais très peu sur le café. Richard Twax, vous qui travaillez donc pour Lavazza, vous avez dit que vous avez dû progresser, élever le niveau. Est-ce que par ce travail, par votre travail, vos équipes vous ont suivi, se sont plus intéressés, ont cherché à apprendre pour pouvoir partager l'information avec le client ensuite? Bien sûr, ils étaient à 100%. Déjà pour eux, c'est très valorisant de pouvoir partir une journée, 2 journées, soit à Paris, soit en Italie, directement faire une formation au Training Center à Turin. Donc obligatoirement, tout le monde est vraiment... Alors moi, je suis par contre un peu contre les cartes de café. Moi, je préfère avoir un monoproduit et que le monoproduit soit maîtrisé, plutôt que tout un tas de cafés et où il n'y a pas obligatoirement un suivi. Voilà. Et donc on forme les gens sur un café.
Et ils sont tous très très contents de s'occuper de ces choses-là et ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Ça vous semble important, Franck Pinera-Barouste, que le maître d'hôtel ou le serveur soit formé justement pour aussi peut-être pouvoir initier le client à la fin du repas à ce café qu'il ne connaît pas forcément, même s'il est sensible à la qualité? Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux s'il est formé. Maintenant, moi, ce que j'attends de tous les restaurateurs, c'est que celui qui fait le café soit formé. Parce que faire un bon café, c'est quand même une trentaine d'opérations entre la température de l'eau, le type de l'eau, la mouture, le trémier, etc., etc. Donc faire un bon café, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très compliqué. Donc avant que finalement on m'informe moi du café que je vais boire, j'aimerais que celui qui fait le café sache le faire. Et déjà là, ce serait un grand premier pas pour qu'on aille vraiment vers des très bons cafés généralisés dans les restaurants. Luca Caselli, je pense que vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Faire un bon café, c'est compliqué? C'est très compliqué. Tous les éléments sont importants. C'est très compliqué. Tout est très important. C'est pas comme par exemple ouvrir une petite canette ou faire un cocktail, vous avez des mélanges. Là, c'est vraiment travailler avec du matériel, travailler avec de la température, avec une mouture, un moulin, un adoucisseur. Et tout ça, c'est à la base, comme on a dit, c'est de la formation, c'est de la passion, c'est la transmission d'infos. Voilà, tout le monde autour du café, on doit partager les connaissances pour arriver à toucher le grand public. Et c'est ça, on n'est pas là de cacher des petits secrets. Le café, c'est un produit à découverte et c'est un produit à transmission. Donc c'est très compliqué, mais en même temps, c'est aussi, je dirais, un moment de partage. On a tous partagé des moments à la maison avec un bon café, un bon espresso, et ça restera toujours une boisson de partage. C'est un sujet de passion, en tout cas, on le voit dans vos yeux quand vous parlez. Franck, je crois que vous vouliez... Oui, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est à un statut intermédiaire sur le café. On a eu vraiment hier le café neutre en termes d'approche. Effectivement, on terminait le repas par le dessert. Le café, c'est un petit plus qui n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment, et c'est ce qu'on est en train de dire, sur une attente du bon café. Et moi, je me pose la question de savoir si la troisième étape ne sera pas le café personnalisé, si on ne va pas aller vraiment vers des crus réalisés, ou des blends ou des mélanges pour des chefs en particulier. Et j'ai le sentiment, mais là, avec les trois experts, peut-être qu'ils me le confirmeront ou pas, on va vers des cafés qui seront le café d'un tel, le café d'un tel, et à voir si ça tient vraiment sur la longueur et qui va être concerné par ça. Mais je me demande s'il n'y a pas cette troisième étape qui est en train de se dessiner de café signature, là, au sens plein du terme. Qui peut réagir? Alors, Patrick Mas, je peux confirmer, puisqu'on a vu depuis 2 ans la montée en puissance des importateurs de café vert dans toute l'Europe avec les fameux micro-lots. Qui sont plus ou moins des cafés particuliers, des petites productions, des petits espaces de terre dans les pays producteurs où c'est la grosse tendance aujourd'hui, dans tous les pays producteurs, c'est de faire du micro-lot très particulier. Et ces cafés-là sont recherchés par des torréfacteurs artisans aussi, qui vont se mettre à torréfier ces cafés, faire des mélanges et justement s'adresser à une clientèle en tant que terroir du café. Et ça, on sent la tendance très forte depuis 2 ans, notamment à Paris et même dans d'autres régions de France où il y a ouvert des petits torréfacteurs qui se lancent dans l'éducation mais également dans ces terroirs. Voilà. Je pense que le temps nous est malheureusement compté. On aurait pu encore en parler très longtemps, mais ce sera le mot de la fin, ce café signature. Franck Pinera-Barouste, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef du site Ataboula. Luca Caselli, double champion de France de barista 2013 et 2014. Merci d'être venu. Patrick Mas, vous êtes le président de la SCAE, merci à vous. Et Richard Twax, donc Passion et Gourmandise, votre restaurant se trouve dans la Vienne à Saint-Benoît. Merci. Karine Tessandier, c'est à vous. Merci messieurs, merci Michel, on se retrouve tout à l'heure. Et si vous n'étiez pas présent lors de la dernière édition du CIRA en 2013, je vous propose tout de suite de regarder les meilleurs moments.
très fier d'avoir aujourd'hui cette manifestation de très grande qualité pour son 30e anniversaire. La troisième place, c'est pour le Luxembourg. Alors le trophée d'argent est attribué à la France. Qui sera le grand gagnant de cette International Catering Cup 2013? L'Espagne. L'Italie. L'Italie. Congratulations, Italy! Le Japon. Japan. Japan! On silver winner! La France. Congratulations, France! C'est une belle libération. Je suis heureux, j'ai pas l'impression d'être là et je suis là en même temps. Voilà, c'est un moment très très particulier. Il y a tous les gens que j'aime qui sont là aussi, donc ça rajoute énormément d'émotions. C'est un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Mesdames et messieurs, bienvenue ici.
The Bocuse bronze goes to Japan. Bocuse d'argent 2013 est attribué à Danemark. Du Bocuse d'or est attribué à la France. C'est toujours un vrai plaisir que de revoir ces moments forts qui se sont déroulés ici il y a déjà 2 ans. Et oui, je sais, le temps passe vite sur ce CIRA 2013. Alors on va rester exactement dans la même ambiance, dans l'ambiance de l'émotion, puisque nous allons parler de l'International Catering Cup. Il y a quelques minutes, nous étions en direct et en duplex. J'ai voulu dire les 2 mots en même temps, mais ça ne marche pas. Nous étions en duplex avec l'espace concours. On a retrouvé Joël Mauvigné qui nous expliquait un petit peu l'ambiance qu'il y avait pour ce 2e jour de compétition de l'International Catering Cup. Eh bien, je vous propose désormais, avant de connaître ce soir le palmarès de cette édition 2015, de revoir les moments forts de l'édition 2013. L'ICC, c'est le meilleur traiteur au monde. C'est quoi la différence entre beaucoup d'autres concours? C'est que le concours traiteur est un concours qui se passe en 2 phases. La première phase se fait en amont, se fait dans une cuisine, dans un laboratoire. Donc on fait des préparations. Nosotros somos el equipo de México. Nous sommes l'équipe de Belgique, l'équipe de France. Nous sommes l'équipe du Luxembourg. Somos o time do Brasil. La Côte d'Ivoire. Buonasera. El team italiano. Hola, somos el equipo de España. Suntem echipa națională a României. Noi comandă z Ucraina. Et ensuite, nous les transportons par camion frigorifique sur le lieu de la manifestation et nous finissons sur place. Attenzione, frigo, piano, attenzione, piano che ci... Piano, Io l'appoggio.
la partie finale, et la partie finale qui va simplement faire le dressage, la cuisson, les assaisonnements et la dégustation. Donc tout ça, c'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup de travail mis bout à bout pour avoir un résultat fabuleux. Maintenant, il est temps de faire entrer Frédéric. J'avais 30 secondes pour envoyer la scène, et ça, le dressage chacun, ça va faire. La créativité, la finition, l'osmose du buffet, voilà. Annonce. S'il te plaît. La troisième place, c'est pour le Luxembourg. Christophe. Alors le trophée d'argent est attribué à la France. Qui sera le grand gagnant de cette International Catering Cup 2013? L'Espagne. Grande nouveauté de cette édition 2015 de la Web TV du CIRA, le CIRA News. Il s'agit d'un rendez-vous d'information heure par heure, assuré par un petit nouveau dans notre équipe à qui on souhaite la bienvenue. Il s'agit de Michel Tanguy. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nouvelle édition de ce CIRA News avec, pour démarrer, les chiffres, des chiffres vertigineux. 46 000 mètres carrés de moquettes couvrent les sols du CIRA. C'est les 46 000 mètres carrés que vous allez pouvoir eh bien, tout simplement admirer et aussi fouler quand vous viendrez visiter ce CIRA. 4000 personnes ont travaillé avant que le salon n'ouvre pour monter tous les éléments que vous allez pouvoir apercevoir. C'est quand même beaucoup de monde. Et pour vous faciliter la vie, pour faciliter votre visite, vous allez pouvoir suivre chaque jour des parcours d'experts. Alors qu'est-ce qu'un parcours d'experts? Eh bien, c'est par exemple le parcours santé-nutrition. C'est ça.
Donc santé nutrition, c'est un petit dépliant que vous allez pouvoir trouver à l'entrée du salon et qui va vous permettre, selon vos centres d'intérêt, de suivre toute une liste en fait, d'exposants qui vont permettre de répondre à vos attentes. Il y a le santé nutrition, donc que je tiens ici. Il y a aussi les parcours signes officiels de qualité et d'origine ou encore les développements durables. En ce qui concerne la programmation du CIRA 2015 pour cette première journée d'ouverture, l'International Catering Cup, c'est l'événement de la journée, il faut bien le dire. À l'Espace des Chefs, ça a démarré ce matin et ce concours donc, se tient jusqu'à 18 h ce soir. Également, pour cette journée de samedi, le 4e Grand Prix de la restauration des lycées Rhône-Alpin 2015 sur l'espace cuisine en scène. C'est un concours qui se déroule depuis 9 h et jusqu'à midi. Cet après-midi, il cédera la place au Choco Show Cooking, créé par Planète Goût avec Véronique Anastasie, qui mettra le chocolat du Pérou à l'honneur avec des démonstrations tout au long de l'après-midi. Vous allez pouvoir venir vous-même assister à ce show, mais aussi goûter. C'est un show qui se voudra interactif. On vous attend donc nombreux sur place. Le 7e Open des desserts glacés qui se déroule, lui, depuis 9 h ce matin et jusqu'à 15 h à l'espace de la Maison de la Pâtisserie. On va en parler dans un instant avec Philippe Brettinière, qui est le président des syndicats des pâtissiers, des chocolatiers et des glaciers du Rhône. Et puis aussi pour cette journée de samedi, sur l'espace Café Chaud, ce matin, le Cup Tester jusqu'à 14 h 30 et puis ensuite de 15 h à 18 h, le Latte Art. Et pour terminer, le CIRA Off, ça c'est une grande nouveauté de cette saison 2015. Ça se passera à partir de 18 h sous le tunnel de la Croix-Rousse. Une sorte d'énorme marché géant avec de nombreux producteurs, des produits bien entendu à découvrir mais aussi à déguster. Rendez-vous là-bas. Un énorme événement avec aussi, je vous parlais tout à l'heure de chiffres, d'énormes chiffres qui seront certainement inscrits sur le Guinness Book des records. Si vous voulez participer à cet événement, rendez-vous donc pour ce CIRA Off, premier CIRA Off sous le tunnel de la Croix-Rousse ce soir. Concernant le pôle expert, ce sont des visites guidées. Aujourd'hui, elles se feront avec Nutri Marketing. Les équipes vont vous guider dans vos déplacements et dans un parcours qui vous permettront de découvrir pas mal de choses aujourd'hui. Départ de cette visite, stand G2A13 dans la galerie 2. Alors pour aujourd'hui, ils sont déjà partis. Demain, c'est 15 h et ce sera 15 h également lundi et mardi. Philippe Brettinière, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes donc le président du syndicat, enfin des syndicats, pâtisserie, chocolaterie et glacerie pour le département du Rhône. Tout à fait. Et vous participez à l'organisation de ce 7e Open des desserts glacés. Le but, promouvoir la profession, les desserts en général. Tout à fait. Le but de ce concours, c'est de promouvoir les desserts glacés à travers un entremets glacé. Ils auront une pièce en nougatine et en pâte à cigarette à exécuter et aussi un bloc de glace à sculpter. Alors, il y a une thématique, je crois. Hein. Oui, tout à fait. C'est la mer. C'est la mer, oui, tout à fait. Tout ce que nous faisons et ce que nous entreprenons sur la Maison de la Pâtisserie, c'est un tremplin pour les différentes présentations, différentes animations qu'il peut y avoir plus tard, c'est-à-dire se préparer pour une future Coupe du Monde, voire un meilleur ouvrier de France. Ah oui, donc voilà, vous formez en fait les futurs... Ouais. Ça fait partie d'une évolution dans notre carrière. Les concours sont hyper importants. Il n'y a pas de grands concours sans petits concours. D'accord. Voilà. Donc là, vous faites le petit concours. Voilà, mais tout à fait. Qui est comme un concours assez, qui est assez entreprenant. Je veux dire, sculpter une pièce de glace. Oui. Je pense que ça va demander quand même un peu d'exercice, de l'habitude, des compétences, un regard artistique aussi. C'est ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faut souligner, le regard artistique que doit avoir le professionnel de la pâtisserie aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, notre métier, c'est quand même l'œil. Donc, c'est la première chose qu'on voit. Et nous, quand on exécute des concours, c'est toujours à la fois mettre en avant le produit que nous allons vendre. Donc, sous une forme, sous une pièce. L'idée, c'est quand même ça, l'idée générale. Et ensuite, après la dégustation... Il faut que ce soit bon. Beau et bon. Oui, j'allais dire beau avant d'être bon. Tout à fait. Donc, la pièce glacée à sculpter, c'est une des épreuves. Oui. Vous disiez ensuite, il va falloir... Ensuite, il y aura une pièce, donc il y aura l'entremet qui sera incluse dedans. Et à part, on demande de faire de la nougatine et de la pâte à cigarette, et du sucre,
La raison est très claire, c'est que la plupart du temps, la nougatine, on ne s'en sert pas que pour les croques en bouche. En glacerie, on peut s'en servir aussi pour faire des coupelles ou pour faire des assiettes, pour servir les boules de glace ou des fruits glacés. Donc l'idée, c'est quand même ça, c'est d'associer les deux. Voilà. À qui s'adresse ce concours? Vous l'avez dit, alors c'est aussi une sorte d'exercice, mais il faut remplir quels critères pour pouvoir s'inscrire et participer? Des professionnels, des gens qui sont quand même un peu d'expérience, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que l'expérience, on l'acquiert au fil du temps. Donc ça peut être une personne qui a cet œil que vous parliez tout à l'heure. Et ce plaisir, avant tout, c'est encore un plaisir d'aller se mesurer aux autres. Mais il y a toute une relation, il n'y a pas simplement l'esprit concours. Dans les concours, il y a tout ce qui se passe autour. Il y a les échanges, il y a tout ça. Tout ça, c'est valorisant aussi. Une dernière question, Philippe Oui. Brétinière, pour ceux qui vont participer. Qu'est-ce qui démarque le plus un candidat? C'est son œil artistique, mais c'est aussi peut-être le talent de sa main. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà, il y a le travail sur place. Ça, c'est l'un des critères très importants. Parce qu'en termes de propreté, en termes d'exécution, du geste, quand vous parliez du geste, voilà. Et ensuite, après, il va y avoir le côté artistique, effectivement. Donc, le geste artistique, c'est celui qui va prendre le plus d'assurance en lui, mais surtout de risque, parce que c'est de la glace, hein, donc ça peut casser à tout moment. Et ensuite, après, on va regarder la finesse et tout. Et après, il y aura la dégustation, qui est aussi un outil primordial. Eh bien, nous allons donner rendez-vous à tous les visiteurs du Voilà, CERA. tout à fait. Donc, sur l'espace de la maison de la pâtisserie, Hall 4. Voilà. Et vous serez présent pour tout ce à fait, 7e tout à fait. Open des desserts glacés. Merci beaucoup, Philippe Brétinière. Merci Vous êtes le beaucoup. président des syndicats des pâtissiers, des chocolatiers et des glaciers du Rhône. Fin de cette CERA News. Et c'est avec Karine Tessandier que je vous laisse maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup Michel. Alors effectivement, c'est bien tout ça, on parle de gastronomie, de bons produits, mais enfin vous serez d'accord avec moi, c'est quand même bien de pouvoir déguster. Eh bien cette année sur la Web TV, nous allons même pouvoir cuisiner. Oui madame, et avec un chef que j'apprécie tout particulièrement, un Lyonnais comme moi. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Joseph Viola. À nous chef. Bonjour Joseph, écoute, sois le Bonjour, bienvenu pour la première recette de cuisine que nous allons réaliser ici sur cette Web TV. Je suis ravie de t'accueillir. Je rappelle que tu es le chef de Daniel et Denise, mais ça tout le monde le sait, il n'y a même plus besoin de le dire. Meilleur ouvrier de France, ben, ça se voit, hein, ça aussi. Et puis aussi un chef qui aime les belles lunettes. Oui, Ça, oui, ça se voit l'accessoire, aussi. comme on dit. L'accessoire. Bon, alors Joseph, on va passer un bon moment ensemble. On a une bonne demi-heure pour cuisiner tous les Super. deux. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu vas préparer? Ben, on va préparer une tourte de gibier à poil et à plumes. Ah, heureusement qu'il y a les plumes qui suivent à poil, parce Voilà. que j'ai cru que... Voilà. Bon, alors, la Donc, tourte à poil et à plumes. Ben, elle est constituée donc de gorge de porc, Oui. tu vois, pour alimenter un peu de gras supplémentaire, puisque le gibier, en règle générale, ce sont des viandes qui sont suffisamment sèches. Oui. Donc on va mettre du sanglier, du chevreuil, du colvert. On a même quelques palombes qui viennent donc du sud-ouest. Donc on va faire une farce à base d'échalotes, bien sûr, d'ail haché, de thym, de persil, de sel et de poivre et de champignons, de la trompette de la mort. Très bien. Alors, bah, chef, on y va. Première Allez. étape pour la recette. Alors, première étape, on va faire suer les échalotes. OK. C'est une prouesse hein, quand même d'avoir ici, sous ce dôme central de Rexpo, l'électricité, Oui. n'est-ce pas? Un petit peu d'eau et d'avoir reconstitué une petite cuisine. Oui, puis on est bien, bien. on est au chaud, puis en plus de ça, avec ta présence, ce qu'il serait est vraiment mignon. difficile de ne pas être content. Donc, on fait fondre du beurre. Allez, c'est parti. La recette, elle est lancée. On Mm. fait fondre du beurre. Est-ce qu'elle a une histoire, cette recette? Oui, elle a une histoire, en fait, cette recette. D'une, parce que j'aime d'abord le gibier. Oui. Parce que je viens donc de l'Est de la France. Je suis Mhm. lyonnais depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui. Parce que j'ai reçu mon passeport, il paraît-il. Ah, dites donc. Faut que j'aille le chercher à la préfecture, mais bon. Mis à part ça, donc oui, de l'Est de la France, et là-bas, on a pas mal de gibier. Oui. Et j'ai fait mon apprentissage chez un homme qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelle René Remy, et qui était vraiment
oui, quelqu'un qui aimait faire les terrines, les pâtés, les choses comme ça. Oui. Et pendant la saison donc, de gibier, on faisait une multitude donc, de tourtes de gibier et plein d'autres choses. Donc, le fait de s'être installé chez Daniel et Denise, à Lyon, ça m'a permis donc de mettre en place des recettes que j'adore. Alors, bien sûr, il y a mon côté, on va dire, personnel qui rentre dans la recette. Bien sûr. Mais c'est toujours avec une pensée, tu sais, quand je cuisine, quand je mets des plats en place, j'essaie toujours d'aller chercher des plats qu'on ne trouve plus sincèrement sur certaines tables. Bah oui. Donc voilà, ça me permet donc de voyager tout en restant à Lyon. À Lyon. Lyon 3 et Lyon 5, parce que maintenant, Daniel et Denise a un petit frère ou une petite sœur, je ne sais pas comment il faut dire. Oh, on va dire qu'il a un petit frère. Un petit frère. Un petit frère. Alors là, j'ajoute la pointe d'ail quand même. Donc tu vois, on fait suer, Oh mais par là contre, là, voilà. pas de coloration. Hein. Là, d'accord. Là, d'accord. Voilà. Ça sent bon. On ajoute une pointe de sel. Très bien. Alors ça, la pointe de sel au départ, c'est surtout pour enlever donc l'eau de végétation, pour qu'elle s'évapore 2 fois plus vite. Oui. Et puis en même temps d'assaisonner à chaque fois le produit qu'on utilise. Là, je vais ajouter mes trompettes de la mort, donc qui ont été hachées. Très, très, très finement. Hein. Oui, très finement. Voilà. Et on va laisser donc ça compoter pendant 2-3 minutes, en surveillant bien sûr. Très bien. Voilà. Toi, Joseph, à 7 ans, tu voulais être footballeur. Oui. Mais pourquoi? j'espère Comme tous qu'il y a- les petits garçons, remarque. Oui, mais pourquoi footballeur? Parce que c'est vrai que c'était une époque où, même si je suis à Lyon, Saint-Étienne, l'épopée de Saint-Étienne, arborer donc de leur couleur bleu, blanc, rouge sur leur maillot, moi ça me faisait rêver. Oui. Ça me faisait rêver, je m'endormais avec ce poster et c'est vrai que je me débrouillais au football, on disait pas mal. À l'époque on disait pas mal, aujourd'hui j'ai bien perdu. Tu joues plus? Oh, j'ai plus le temps. C'est vrai. Ouais, j'ai plus le temps et puis voilà, chaque chose a son temps et c'est comme ça. Mais toi, en revanche, sur ton maillot, il n'y avait pas la marque Bragard déjà à l'époque? Si, ah mais si. C'est Si, fou ça quand même. c'est une marque qui me suit depuis l'âge de 7 ans et aujourd'hui je mets encore du Bragard. Hein. C'est La marrant. preuve en est. Hein. Fidélité. Oui, complètement. Puis en plus de ça, la maison Bragard, donc à l'époque, Oui. le siège était à Saulxures-sur-Moselotte. Alors personne ne connaît Saulxures-sur-Moselotte forcément. Non, bah non. Alors ça se trouve dans les Vosges, Oui. dans l'est de la France, dans les Vosges, et c'est mon village où je suis né. Mm. Voilà. T'es un peu de partout parce que tu as des racines italiennes aussi. Hein. Oui, oui, forcément, parce que mes parents sont italiens, immigrés, qui sont arrivés en France en 1960. Ouais. Et voilà, et je les remercie, j'essaie toujours de les remercier tant que je peux, Oui. parce qu'ils m'ont appris certaines choses, vraiment les valeurs de la vie, l'honnêteté avant tout, et puis se tenir quand il faut, bien correctement devant qui que ce soit. Oui, Voilà. de dire bonjour à la dame. Quoi. Exactement. Oh là là, qu'est-ce que c'est cruel. On n'aurait pas dû caler, hein, là je m'adresse à la production, la démonstration du chef à cette heure-ci parce que vraiment c'est terrible pour nos estomacs. Alors, on a faim. On va laisser donc compoter tout ceci. Oui. Alors, la tourte de gibier, oui. Tu vois, on va... Qu'est-ce qu'il est beau ce petit moule. Ouais. Mais j'affectionne ces moules. C'est Et pareil, génial. ce sont des moules qu'on ne voit plus trop souvent. Non, 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 non. Mais moi, j'adore tout ça. Donc, on va beurrer le moule. Ouais. Donc, un beurre pommade, tu vois. Et on va le beurrer, bien sûr, généreusement. Voilà. Tu Bien au adores fond. ces moules anciens. Tu as également eu en 2009 le prix du meilleur pâté croûte lors de la première édition de ce championnat. Tu aimes ce terroir, quoi, finalement. Oui, j'aime ce terroir et en plus de ça, j'ai la chance d'être à Lyon et que ces plats-là, ben voilà, ils accrochent bien à la région, à la ville. Bien sûr. Et oui, le pâté en croûte, c'est un des premiers plats que j'ai mis en place au restaurant, donc en 2010, en 2004, pardon. 2004, oui, qui était une belle année, quoi, paraît-il. Absolument. Voilà. Daniel et Denise existaient depuis 1965. Hein. Oui, depuis 1965, qui a été fondé par monsieur et madame Léron. D'accord. Daniel Léron, qui est également meilleur de France en 76. 76, allez, on va se replonger un peu dans les années 76. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait 5 meilleurs de France, dont
un certain Joël Robuchon. Ah, dis donc. Donc Roger Jaloux, Daniel Léron, voilà, c'était vraiment des têtes d'affiche. Oui, oui, oui. Et voilà, des cuisiniers qui savaient cuisiner, tout simplement. Oui. Donc, je beurre. Hein. Oui, parce qu'on papote, mais on a quand même Mais du oui, boulot. c'est vrai qu'on discute beaucoup, mais... Enfin, surtout toi. Non, mais on sais, travaille aussi. Hein, je vais te dire réellement, c'est très plaisant pour nous, journalistes et amateurs de cuisine, d'avoir des chefs qui soient de bons communicants. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'un chef, parfois, il est habitué à rester seul dans sa cuisine, juste avec sa brigade. Il y en a même qui détestent aller en salle. Et toi, c'est tout l'inverse. Et Dieu sait si c'est plaisant. Vraiment. Oui, oui. Voilà, c'est mon naturel, bah quoi. Oui. Hein. Je veux dire, je me force pas. Quand je vais en salle, je discute avec tous mes clients. Je rencontre des journalistes, et je discute avec eux. Mais tu sais, ce métier aujourd'hui est devenu de plus en plus compliqué, je dirais. Oui. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on nous a demandé, ce qui est normal, c'était de savoir cuisiner. Oui. Ah, c'est normal, cuisiner, si vous ne savez pas cuisiner, il va y avoir un problème. Ensuite, on nous a demandé de savoir compter. Ouais. Alors, à un moment donné, on s'est dit, ils ne savent pas compter, 1, 2, 3, mais si, on sait compter, mais quand on prend une affaire, il est clair qu'il faut savoir faire la part des choses, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ensuite, on nous a demandé d'encadrer toute une équipe. Alors on s'est mis à encadrer, à chouchouiller nos employés, et il faut, parce que c'est grâce à eux si les maisons elles existent. Bien sûr, près d'une trentaine pour toi d'employés. Oui, oui, exactement 32. 32. 32. Tu vois, tu sais très bien compter. Et maintenant, donc, on nous demande de faire un peu de communication. Eh oui. Mais comme je dis, ce n'est pas la plus lourde, on va dire, charge, puisque oui, effectivement, moi, je trouve que c'est quelque chose... Parce que toi, c'est naturel. Voilà, c'est naturel. Oui, c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, il faut quand même être sociable et surtout, si on veut se faire connaître et si on veut faire mettre en avant nos employés, à un moment donné, il faut communiquer. On n'a pas le choix. Et puis avec toi, c'est extrêmement facile. Mignon. Alors, on enchaîne. Mais écoute, c'est une des premières émissions culinaires. C'est vrai. C'est avec toi. C'est vrai. Et je t'en remercierai jamais assez. Eh bien, écoute, c'est avec un grand plaisir. Ça, c'est dit, c'est enregistré, c'est dans la boîte, comme on dit. Alors, on revient au pâté quand même. Oui, bah oui. Enfin, la tourte, parce que tu sais qu'on fait une tourte quand même. On fait une tourte. Donc, une bande de feuilletage. Alors, on a pris soin, bien sûr, de mesurer. Tu sais, c'est très simple parce qu'effectivement, il faut compter. Oui. Compter, mesurer. Alors, comment on fait là? Parce que tu vois, alors autant moi, je suis nulle. Hein. Donc, la hauteur, on laisse un bon centimètre au-dessus du moule. Oui, chef. Et ensuite, 1 et 2. Parfait, ça tombe pile poil, d'accord. Ensuite, vous prenez donc la bande de feuilletage et on va l'insérer à l'intérieur du moule. Voilà. Très bien. Regarde, hop. Alors, voilà, comme ceci. Oui. On l'applique bien, tu vois, on a pris la bonne mesure. On n'oublie pas surtout de coller la pâte. Ah oui, c'est pour ça que tu... Voilà. C'est pour ça que j'ai replié. Très bien. Simplement à l'eau. Simplement à l'eau. De toute façon, toutes les pâtes se collent à l'eau. Ah bon? Ben oui. Alors c'est vrai que dans certains livres, on voit le jaune d'œuf. Oui. Le jaune d'œuf, c'est fait pour dorer. Oui. En fait, l'eau, entre deux pâtes, qu'est-ce qui va se passer? Au moment du contact de la chaleur, il va y avoir donc forcément transformation de l'eau en vapeur et ça va souder donc les deux pâtes. Alors que le jaune d'œuf, il y a pas mal de chances que le jaune d'œuf fasse l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va coaguler et les deux pâtes ne vont pas pouvoir se souder. D'ailleurs, regardez, tout à l'heure on verra quand on mettra au four, la dorure, elle reste brillante. Ok. Bah voilà. Elle ne colle pas. Bon, bah c'est fini. Il faut que je change ma recette de galette des rois parce que je faisais toujours le tour avec du jaune. Mais à l'eau, c'est préférable. Pour coller les deux. On applique bien, tu vois, comme ceci. Oui. Alors, on essaye de passer délicatement. Pour bien marquer le motif. Exactement, pour marquer le motif. Mais ça aussi, vous voyez, j'insiste pas, puisqu'avec le volume de la viande, ça va venir tout naturellement. Oui, ça va plaquer le feuilletage sur les bords. Une fois que vous avez ça, on reprend. On va prendre donc un autre morceau de feuilletage qui, lui, a été découpé au diamètre, à la bonne mesure du moule. Bien. Je vais prendre de l'eau, de l'eau, le pinceau.
je vais imbiber le tour de la pâte et je vais le mettre à l'intérieur. Alors, on va le placer à l'intérieur en prenant soin de viser quand même un petit peu au milieu. Voilà, vous voyez, on a ça. Et ensuite, on prend délicatement du bout des doigts, on remet la pâte à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Si. On voit? Parce que tu as la gentillesse de soulever le moule vers la caméra, donc pour nous, c'est que du bonheur. Voilà, parfait. comme ceci. Donc, on a un moule qui a été chemisé correctement. Ça va éviter donc des fuites, parce qu'il va y avoir de la viande, il va y avoir de l'œuf à l'intérieur. Donc, forcément, ça va dégorger un peu d'humidité. Ok. Voilà. Une fois qu'on a le moule de près, on le remplit. On va le remplir avec une farce. Alors, on va, étant donné que les échalotes sont prêtes avec les trompettes de la mort et l'ail. Très bien. Voilà. On a juste salé, poivré. Hein. Pour Voilà. ceux qui nous rejoignent à l'instant, on est en train de réaliser une tourte à la viande avec des petits champignons. Voilà. Alors, j'ajoute mes différentes sortes de viande, comme je l'ai dit donc auparavant, de gibier. Voilà. De toute façon, c'est toujours bien, je trouve, dans ce type de plat, de mélanger les viandes un petit peu. Hein. Oui, alors, ce qui est bien, oui, mais tu as